Le mokumegane est une technique apparue au Japon au XVIIe siècle, lorsque Denbei Shaomi, un artisan de la région d'Akita réputé pour ses sabres, a découvert qu'il était possible de souder ensemble différents métaux non ferreux. En taillant dans les couches obtenues, il a pu obtenir des formes et des motifs très esthétiques, ce qui l'a conduit à appeler cette technique mokumegane, ce qui signifie métal en fibre de bois. En Europe, souder l'acier et le fer pour créer des motifs était déjà très utilisé, par exemple pour décorer les lames, ou bien pour copier l'apparence des aciers au creuset importés de Chine, d'Inde et du Moyen-Orient. Cependant, le concept n'a pas été étendu aux autres métaux comme l'ont fait les Japonais. C'est à la toute fin du XIXe siècle que le Japon s'ouvre au monde, et pour la première fois, des ouvrages en mokumegane atteignent l'Europe, ce qui fascine les Parisiens durant l'exposition universelle de 1889. Le mokumegane fonctionne au moyen de la soudure par diffusion en phase solide. Lorsque deux métaux sont pressés ensemble à haute température, les cristaux qui les composent, qu'on appelle des grains, finissent par grossir, et les cristaux du premier métal s'imbriquent avec les cristaux du second, ce qui les soude. La NASA et les industries de pointe utilisent encore ce procédé, qui permet de combiner presque tous les métaux, par exemple du titane et de l'acier. La phase liquide est également utilisée en mokumegane. À la manière d'une brasure, du métal liquide vient se glisser entre les couches de métal et se mélange en surface. Une fois solidifiés, les métaux ne forment plus qu'un seul bloc. Cette technique demande un contact parfait entre les deux métaux, ce qui est assez compliqué lorsque la moindre trace de doigt ou de contact avec l'oxygène ambiant peut empêcher la soudure. C'est d'ailleurs pour cela que le mokumegane traditionnel demande un empilement de plaques parfaitement droites et nettoyées avec le plus grand soin. La méthode ancienne utilisée au Japon demandait à positionner des métaux dans un caisson en fer dans lequel était laissée ouverte une fenêtre, et sur lequel on venait poser un poids. Une fois dans le feu de forge, on pouvait surveiller l'évolution de la soudure. Ce que je vais maintenant vous montrer, c'est une technique simplifiée au maximum et accessible à tous avec très peu d'outils. Pour du jaune et du rouge, il va d'abord nous falloir du laiton et du cuivre. Une casserole en cuivre fera l'affaire, mais je vérifie qu'il n'y a pas d'étain à l'intérieur. Il existe des centaines de types de laiton qui chacun se travaille différemment. Celui utilisé pour les structures semble être très difficile à forger, mais bon, comme il est plat, ça fera l'affaire. La première étape est de faire des plaques utilisables et de taille similaire. Ensuite, nettoyez bien vos métaux de manière à révéler le métal brillant. Évitez de toucher les faces avec les mains sales pour éviter la contamination. Découpez les plaquettes de la taille que vous voulez, mais égales. Et maintenant l'ingrédient secret, du décapant pour les brasures, qui joue le même rôle que ce que j'utilise pour forger le damas. Je mets une fine couche sur chaque plaquette et je les empile bien droit. Attention, la réussite de votre soudure dépend grandement de votre préparation.
Si vous laissez une impureté, si vous ne mettez pas de décapant uniformément, s'il y a un creux dans une plaque ou des rayures trop profondes, la soudure ne prendra pas. Alignez bien chaque plaque, car tout ce qui dépasse devra être coupé et jeté. Maintenant, je vais presser les couches ensemble pour qu'elles soient bien en contact et que le décapant s'étale bien. Pour maintenir les couches pressées, on peut utiliser du gros fil de fer, mais le plus simple est de souder des tiges qui garderont la compression. Et maintenant, la phase de forge, c'est également une phase qui demande une extrême attention. Réduisez l'apport d'air du feu. Tassez bien le charbon. On veut des flammes lentes et bleutées. En fait, c'est la couleur avec laquelle le monoxyde de carbone brûle, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène dans le feu, les métaux ne peuvent plus noircir, ternir ou brûler. Isolez votre trousse de l'oxygène, mais gardez-la bien visible. Surveillez que la chaleur monte doucement et uniformément. Tiens, et puis d'ailleurs, voilà ma boîte à souder japonaise, avec un point en fer pour presser les couches ensemble. Bon, sauf que j'ai des couches qui sont restées soudées à l'intérieur de la boîte, donc j'ai dû arrêter de l'utiliser. Lorsque l'ensemble devient rouge, le décapant devrait avoir fondu en emportant les impuretés. Il devient brillant et liquide, comme du miel. J'en profite pour rajouter du borax, qui est ce que j'utilise pour nettoyer mon acier damas. Pour la soudure, vous aurez besoin d'ombre. Comme ça, vous pourrez voir les vraies couleurs du feu. Il faut que le laiton devienne brillant, comme s'il était humide. Rapprochez-vous autant que possible de la température de fusion, mais si vous l'atteignez, tout va se désintégrer et tomber dans le feu. Très délicatement, venez tasser les couches ensemble. Le laiton que j'ai utilisé fissure et casse lorsqu'il est forgé chaud. Un coup en trop et votre bloc pourrait être fissuré. Remettez-le dans le feu et répétez la soudure 2 ou 3 fois. Les couches devraient prendre toute la même couleur de chauffe, comme si c'était un seul bloc uni. Par contre, c'est pas parce que les couches sont soudées que la soudure est de qualité. Et là, vous allez voir mon erreur. J'ai fait la bêtise de frapper sur le tas directement. Et vous allez voir les conséquences après le nettoyage. Une fissure minuscule, mais signe qu'une des soudures n'a pas tenu. Et donc c'est l'occasion parfaite de vous montrer comment réparer une fissure. Déjà, il faut révéler la fissure et bien la nettoyer. J'ai même remplacé une couche de cuivre qui était fissurée. Et c'est reparti pour la soudure. Un étau peut aider à presser les couches ensemble.
Bon, et maintenant, pour éviter mon erreur précédente, maintenez votre assemblage à température de soudure pendant 5 minutes. Et ça va laisser le temps au grain de se développer. Maintenant, il faut renforcer la soudure en réduisant la taille des grains. Faites chauffer le métal au rouge, puis laissez-le refroidir doucement à l'air. Répétez l'opération plusieurs fois. Enfin, refaites chauffer le métal, et lorsque la couleur rouge commence à disparaître, pressez doucement les couches. Pas trop fort, sinon vous risquez de fissurer le laiton. On veut simplement déformer légèrement le tas pour compresser les grains. Vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois pour assurer une structure parfaite. Maintenant, le moment de vérité, la trempe. Le laiton et le cuivre ont besoin d'être trempés pour ramollir. Donc en fait, c'est l'inverse de l'acier. Et maintenant, on peut forger notre petit lingot et les couches restent collées. Lorsqu'on obtient une plaque épaisse, on peut déjà commencer par retirer tous les défauts et la moindre fissure qui aurait pu se développer. Et ensuite, on en profite pour donner un motif et créer le mokumegane. Pour faire un motif, eh bien, on entaille simplement à travers les couches. Veillez à bien arrondir chaque creux, à casser les angles, ce qui va permettre de tout remettre à plat proprement par la suite. J'ai taillé une série de petites pyramides, ce qui devrait donner un motif en carré. Faites rougir votre plaquette et trempez-la souvent. C'est très important de garder le métal tendre car il durcit sous le marteau. Je remets à plat les pyramides avec soin pour éviter de cisailler les couches, éviter les fissures ou alors de déformer le motif. Je fais une plaque bien droite et uniforme. Après de nombreuses heures de travail, on obtient finalement un petit bout de mokumegane. Vous pouvez accentuer le contraste avec un passage à la flamme, mais de l'acide fonctionne aussi. Et voilà, vous savez désormais faire du mokumegane, de cuivre et de laiton avec des techniques simples. Libre à votre imagination de créer des motifs intéressants
et ensuite de faire des objets avec.